Bonsoir. Nous accueillons ce soir le porte-parole de la plateforme politique Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Bonsoir, Cheikh Tidiane Dièye. Bonsoir Mamadou Ibra. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Nous commençons justement par votre plateforme qui ambitionne de proposer aux Sénégalais une offre politique différente des politiques appliquées jusqu'ici. Vous êtes un acteur des Assises nationales et du mouvement dit du 23 juin, un combat que vous partagez avec vos amis. Il y a de la qualité, il faut le dire, du beau monde en tout cas. Alors, la première question, est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas satisfait de la politique appliquée par le président Macky Sall? Merci beaucoup Mamoudou. Vous me permettrez de profiter de cet instant de rupture de jeûne pour prier pour qu'Allah accepte nos dévotions. Amen. Et qu'il répande sa grâce et sa miséricorde sur notre pays. Qu'il nous aide aussi dans notre plateforme pour atteindre nos objectifs parce que tout ce que nous recherchons, c'est la refondation de notre pays et la satisfaction des besoins les plus importants de nos populations, de notre peuple qui est un peuple brave. Notre plateforme a été créée non pas pour répondre à un défi qui concerne une personne, en l'occurrence le président Macky Sall. Sa vocation et son ambition sont beaucoup plus larges que cela. C'est comme les Assises nationales, en un moment donné, avaient fait la photographie de la trajectoire de la gouvernance du Sénégal depuis l'indépendance et même avant l'indépendance. Pour se dire, à un moment donné, il faut diagnostiquer, évaluer, proposer des recommandations et aller à l'action pour construire. Ce que nous faisons également, ça va au-delà du président Macky Sall. Ce n'est pas une critique de sa gouvernance à lui, c'est une critique du mode de gouvernance de notre pays depuis l'indépendance, depuis que nous avons il aurait adopté les conclusions des Assises nationales que vous n'auriez pas peut-être créé votre plateforme? Nous aurions quand même certainement créé la plateforme parce que c'est dans l'approche et dans la façon de faire. Parce que notre diagnostic part du principe selon lequel la classe politique actuelle qui a cheminé ensemble dans le même moule politique, qui a été nourrie à la même sève, socialisée dans la même culture politique, on va dire depuis l'indépendance, n'aurait pas été capable ou ne pourrait pas être capable d'adopter certaines ruptures. Parce que c'est dans le modèle clientéliste politique aujourd'hui que se trouvent les principaux défis et les principaux freins. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est d'amener du sang neuf dans le système politique aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadres de talents sénégalais qui sont restés chez eux. Certains ont eu une action citoyenne. Parce que la politique, ce n'est pas seulement dans les cadres partisans. On a toujours théorisé l'engagement politique non partisan. Aujourd'hui, c'est de permettre à tout cela de pouvoir venir dans une action politique au service de l'intérêt général sans courir le risque de l'invective, de l'insulte ou que leur intégrité physique et morale ne soit atteinte. C'est pour cela que nous avons voulu mobiliser large pour créer cette plateforme. Au passage, le président Macky Sall, entre les deux tours de la présidentielle de 2012, il n'était pas encore élu, a signé la de gouvernance des Assises nationales. Justement, qu'attendez-vous de l'actuel président de la République en termes de réforme, en termes de rupture? C'est de l'action. Nous attendons de l'action, nous attendons du concret au-delà des slogans. Cela fait 3 ans quand même. Ça fait 3 ans, qu'il est au pouvoir. Les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions ont déjà été déposées depuis un bon moment maintenant. Ouais. Il y a beaucoup de réformes qui auraient pu démarrer. Aujourd'hui, toute la quintessence des conclusions des assises et de la Commission de réforme des institutions, il y a certains, en tout cas, qui auraient pu commencer à connaître un début de mise en œuvre. Nous avons l'impression qu'on est encore en train de patauger dans de la politique politicienne, une sorte de reproduction, en tout cas partielle, d'un système que nous avons combattu. Et nous avons focalisation sur le mandat, la durée du mandat. C'est ce qu'on constate. Nous avons pensé qu'il y a trop de focalisation sur le mandat, sur la réélection, sur la politique politicienne, alors qu'entre 2 élections, nous devons nous mettre dans la cadence du développement et de la transformation plutôt que dans les calculs politiciens. Parlons de la bonne gouvernance. Il a dit, lui, le président Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il va mettre en œuvre une gestion sobre et vertueuse. Rebondissons là-dessus en parlant du rapport de l'inspection générale d'État qui a épinglé, comme on a tendance à le dire, la façon de fonctionner de l'administration sénégalaise, plus particulièrement de certaines entreprises, en relevant des dysfonctionnements, parfois même des détournements d'objectifs, il faut le dire tout simplement. Alors, le Premier ministre, face à l'Assemblée hier, a annoncé qu'il y aura des poursuites judiciaires. Vous êtes en phase avec le gouvernement? Totalement en phase, et nous nous en félicitons. C'est une très très bonne nouvelle pour notre pays.
Et nous félicitons et encourageons le chef de l'État et le Premier ministre et leur demandons d'aller loin dans cette volonté, de traduire cette volonté en actes et de passer à la justice tous les dossiers de personnes ou d'organisations ou d'institutions qui se seront rendues coupables de malversation, de mauvaise gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, le rapport de l'IGE touche une partie de la gouvernance Macky Sall. Absolument, et c'est ce qui est bon, parce que jusqu'ici, nous sommes restés dans un système d'impunité quasi générale, parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport de l'IGE, c'est déjà aussi d'autres rapports. Et ce qui est marquant aujourd'hui dans ce rapport de 2015, c'est la récurrence des faits par rapport au rapport 2014, 2013 et bien avant. Ouais. On a l'impression que les faits sont récurrents, se ressemblent, à s'y méprendre. On a l'impression que les faits s'enchevêtrent et une sorte d'éternel recommencement. Or, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un rapport de l'IGE, il y a, en plus des faits qui sont relatés, une série de recommandations de l'inspection générale d'État pour améliorer la gouvernance et éviter que ces faits ne se reproduisent. Si vous regardez le rapport de 2014, vous avez des recommandations de la Cour des comptes qui n'ont pas été suivies des faits et aujourd'hui on retombe dans les mêmes travers. Et on se dit finalement il faut arrêter cela, il faut aller dans de l'action. Si le chef de l'État, pour une fois, en tout cas pour démarrer, commence et donne ce dossier à la justice et qu'il n'y ait pas de traitement politique ni sélectif, tous les dossiers qui doivent être transmis aux juridictions compétentes doivent l'être et ils doivent agir sans faiblesse ni calcul politicien de ce point de vue. Alors, image d'Épinal de la traque dite des biens mal acquis, c'est l'emprisonnement de Karim Wade, disons-le, condamné par la CREI à 6 ans de prison ferme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de cette procédure dite de la traque des biens mal acquis? Oui, on va dire, c'est le débat, comme on a tenté de le réduire d'ailleurs sur l'intérêt ou non, l'opportunité de la CREI. Nous avons voulu sortir de ce débat. Il y a une demande citoyenne impérieuse qui a permis d'ailleurs au président de la République d'arriver au pouvoir. Le fait qu'on ait déclenché une action judiciaire contre M. Karim Wade est une demande du peuple sénégalais. Comme d'ailleurs le peuple attend que d'autres acteurs qui avaient été identifiés dans la fameuse liste de la CREI suivent dans cette cadence-là. Aujourd'hui, certainement qu'il y a eu un problème de pilotage stratégique de ce dossier judiciaire important pour notre pays, mais ce qui est constant, c'est que notre justice a tranché. On ne peut pas reprocher notre justice, elle a certainement certaines faiblesses, mais sur ce dossier, elle a fait ce que ses moyens lui ont permis de faire et que M. Karim Wade a été condamné. Faut-il faire fi de l'avis du groupe consultatif de l'ONU qui dit que M. Karim Wade, justement, est détenu de manière arbitraire, qu'il faut procéder à son indemnisation? Certains pensent que le groupe de travail demande tout simplement la libération de Karim Wade. Le groupe de travail sort de ses prérogatives, n'a pas en tout cas cette compétence. Nous sommes dans un pays qui est souverain, qui a une justice. La justice sénégalaise a tranché. C'est la seule compétente et habilitée pour trancher des dossiers de cette nature. Il y a la procédure suit son cours, la Cour de cassation a été saisie. Il faut que ce dossier soit vidé au Sénégal. Et le groupe de travail n'a donné qu'un avis consultatif. Et d'ailleurs, qui a la faiblesse de ne pas avoir pris en compte la position de notre gouvernement. Même si on peut reprocher au gouvernement d'avoir fait preuve de passivité sur ce dossier, en tout cas, la Cour n'a pas pris en compte ce que notre gouvernement pense. Qui annonce avoir introduit son dossier qui sera normalement et d'ailleurs, l'expérience montre que souvent le groupe de travail peut prendre en compte des avis de gouvernement bien après avoir dit certaines choses. Mais ce qui est remarquable dans ce dossier, Mahmoud, vous me permettrez de le dire, le groupe de travail a dit aussi que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a une base légale normale, acceptable. Et ça, on le passe sous silence. Même les avocats de Karim Wade n'ont pas voulu communiquer là-dessus. Eux qui disaient que la Cour de répression de l'enrichissement illicite viole les droits de leurs clients. Aujourd'hui, ce groupe de travail a effectivement dit aussi dans sa décision que notre CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est parfaitement légale. C'est un instrument important pour combattre la corruption. Très bien, on va y aller très vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a quelques sujets encore à aborder. On parle du foncier, l'affaire de la démolition des maisons dans le périmètre de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On constate quand même une complicité de l'administration sénégalaise. Puisque certains agents ont été même sanctionnés. Exact. Commentaire de votre plateforme. Il faut aller au-delà de la sanction de quelques agents. Parce que Mahmoudou, il ne faut pas qu'on croie qu'en le faisant, on règle le problème. On ne fait que baisser peut-être la fièvre. Mais le mal, il est là et il faut le prendre à la racine. Ce système a été possible parce que justement, on a érigé en règle un système de prédation et de pillage des ressources foncières de notre pays, en particulier de la capitale.
Ça a été possible parce que des hauts cadres de l'administration publique sont rentrés en collision avec des politiciens et ils sont rentrés tous les deux groupes en collision avec des acteurs, des opérateurs privés pour mettre la main sur les ressources foncières nationales. Et si cela a été possible dans cette zone, c'est parce que quelque part au niveau de l'aéroport de Dakar, il y a eu des complicités. Il faut aller le plus loin possible dans cette affaire. Au niveau de la mairie de Yoff, il y a certainement eu des complicités. Il faut aller le plus loin possible. Et c'est tout cela qu'il faut prendre ensemble pour essayer de résoudre ce problème. Parce qu'au-delà de la cité Tobago, il y a certainement des cas fréquents, récurrents de cette nature où les Sénégalais mettent leur argent quelque part, construisent au vu et au su de toute l'administration publique et qu'on les laisse faire et que lorsqu'ils auront fini leur bâtiment, même si éventuellement ils ont aussi une certaine part de responsabilité parce que évidemment... Mais faut-il faire de ces propriétaires de maisons? Mais il faut déjà les écouter parce que je crois que je les entends souvent dans les médias qui disent tout ce que nous voulons c'est qu'on nous entende. Nous avons été bernés, nous avons été trompés par un système mafieux de gens qui sont beaucoup plus quelque part, c'est des victimes. Ce sont des victimes parce que lorsqu'on a une mairie, lorsqu'on a des hautes autorités politiques et une administration qui donne des signatures, quel que soit ce qu'on puisse en dire, les populations de ce point de vue-là sont lésées. Il faut les écouter, il faut les comprendre. Lieu, je pense, parce que ce sont des familles meurtries, il y a beaucoup qui ont passé leurs économies là-dedans, il faut les écouter, peut-être les éduquer, mais aussi en tirer des leçons pour que les Sénégalais dorénavant sachent qu'on ne peut pas acheter un patrimoine foncier dans une capitale comme Dakar sans aller devant un notaire ou en tout cas s'informer sur la nature profonde et des règles qui encadrent ce terrain. Où en êtes-vous à propos de l'arène nationale de lutte qui sera érigée sur le site du Technopole? Vous avez engagé une bataille qui pourrait aussi ne pas y être érigée. Parce que, finalement, vous êtes optimiste. Le combat continue parce que je pense qu'un gouvernement normal qui est sérieux doit écouter sa population. Les populations de Pikine Nord, en tout cas avec lesquelles nous sommes, que nous aidons dans ce dossier, ne disent pas qu'ils ne veulent pas d'arène nationale. Ils disent qu'il y a beaucoup d'autres endroits où on peut l'amener. Cette partie de leur ville et de la ville de Dakar, en tout cas, n'a pas besoin de cette arène. Et les imams de Guédiawaye, toute la population est en train de continuer à se mobiliser pour que l'arène de lutte soit érigée ailleurs que sur le site du Technopole, parce que ce n'est pas le site approprié pour ce genre d'infrastructure. Retour aux questions politiques. Votre plateforme aura-t-elle un candidat pour la prochaine présidentielle? Nous travaillons jour et nuit à mener notre plateforme, le projet politique que nous portons, parce que c'est le plus important que nos personnes. D'ailleurs, la particularité de notre plateforme, c'est que nous n'avons mis en avant personne. Nous n'avons pas de leader qui est, comme dans les partis, l'alpha et l'oméga ou le propriétaire de la plateforme. Il n'en existe pas. Nous avons un portage collectif. Nous travaillons tous ensemble autour d'un projet auquel nous croyons, qui est un projet de transformation de notre pays. Et le moment venu, nous évaluerons, parce que la plateforme sera installée même dans les recoins les plus loin de notre pays. Nous évaluerons, si nous estimons que nous pouvons porter ce projet à une élection présidentielle, nous ouvrirons une mécanique, une méthodologie ouverte et inclusive de sélection de notre candidat et de notre leader. Nous nous regrouperons en équipe autour de ce leader pour porter ce projet. Et aussi longtemps qu'il le faudra, nous resterons dans cet espace public, politique, qu'il y ait des gens dans des partis ou non. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais de talent qui ne se retrouvent pas dans les cadres partisans actuels et qui peuvent apporter une contribution à la construction de notre pays. Votre regard sur le processus électoral, c'est vrai, pour le moment, on est dans l'incertitude de la date exacte de la prochaine présidentielle. Il y a un référendum qui est annoncé pour mai 2016 par le président de la République. L'opposition dénonce des irrégularités dans l'inscription sur les listes électorales et demande même le départ de M. Abdoulaye Daouda Diallo du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en phase avec cette opposition? Pas de cette nature, de cette manière, parce que nous ne sommes pas dans cette logique de politique politicienne. Nous voulons plutôt qu'à chaque fois qu'il y a un débat national, nous nous prononçons en fonction de l'intérêt général. Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est qu'il est quand même regrettable, après toutes les luttes qui ont été menées dans le pays, qui ne datent pas seulement du 23 juin ni de la deuxième alternance, mais bien avant, pour une démocratie ouverte, pour que des élections, on passe quand même maintenant sur un certain nombre de considérations, qu'on revienne encore à des affaires de fraude et de cartes d'identité qui seraient en train d'être confectionnées quelque part. Je crois que notre démocratie aurait dû dépasser ce genre de choses. Et nous appelons la classe politique ensemble, le pouvoir comme l'opposition, mais en particulier le pouvoir, parce que c'est à eux que revient la charge de gérer notre pays, de rassurer tout le monde et de montrer que cela n'est pas possible et cela ne peut pas se faire. Je crois que nous sommes déjà passés à des élections limpides,
claire et transparente. C'est le moins qu'on demande au président Macky Sall. Lui-même, il est passé par une élection pour aller au pouvoir. Je crois qu'il doit au peuple sénégalais d'organiser une élection et que la commission électorale nationale autonome et que tous les autres citoyens du Sénégal aussi fassent leur travail. Il y a aussi seulement à souligner qu'au-delà de l'affaire des fraudes sur les cartes d'électeurs, il y a la révision en ce moment de la liste des listes électorales, mais il y a une communication extrêmement timide là-dessus. Or, c'est le pouvoir et aussi peut-être la société civile de s'organiser. Il y a un délai jusqu'au 12 juillet. Il faut que les gens s'organisent pour aller s'inscrire et faire les changements nécessaires pour que l'élection à venir soit une élection ouverte et transparente et qu'il y ait le maximum de Sénégalais qui porteront leur suffrage pour choisir le président. Merci, Cheikh Tidiane Dièye. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le porte-parole de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, le Sénégal dont nous rêvons, on peut le traduire ainsi. Bouba, c'était tout pour moi. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Excellent week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Bonsoir. Merci à Mamadou Ibra Kane et à son invité, Cheikh Tidiane Dièye de la